Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors, amis spectateurs, si vous êtes là, c'est que vous avez probablement, vous aussi, suivi l'actualité cette semaine, une actualité dans le domaine ufologique un peu folle, on va le dire quand même, avec des annonces fracassantes, des contre-annonces, voilà, des choses vraiment très 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 étonnantes qui se sont dites, et nous avions très envie bien d'entendre la voix, l'avis de Luc Dini, président de Sigma 2, et aujourd'hui, on peut le dire, figure médiatique du domaine, parce que c'est vrai que Luc, aujourd'hui, les journalistes ont compris que quand ils voulaient avoir un discours rigoureux, rationnel et de bonne qualité sur le sujet, bah, tu étais quand même l'interlocuteur français aujourd'hui le plus à même d'apporter des réponses, ou en tout cas d'essayer d'apporter des réponses sur le sujet. Luc, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, mais après cette introduction très flatteuse, beaucoup moins. Bonjour Pascal. Non, non, c'est très, très gentil à toi de brosser un tel tableau. On n'en demande pas tant. J'ai envie de dire que le constat que l'on peut faire, très simplement, c'est d'une part, et on a eu l'occasion de l'écrire dans différents articles, de constater effectivement que dans les médias et parmi les journalistes, il y a un intérêt croissant pour le sujet, que ce sujet, en fait, n'est pas tourné en ridicule. Il est désormais considéré avec un certain sérieux et beaucoup de curiosité. Du point de vue, je dirais, de monsieur tout le monde, mais également d'un point de vue technique et scientifique. Et c'est bien là l'objectif qui est le nôtre, c'est à la fois de pratiquer des analyses sérieuses, rationnelles, au plan technique et scientifique, et d'attirer, au fond, comme le font d'autres disciplines, et en particulier l'étude de l'espace et la recherche des exoplanètes et l'exobiologie, d'attirer au fond l'intérêt et la curiosité de scientifiques pour porter, je dirais, un regard et une analyse sur les faits. Alors, les faits nécessitent des mesures et pas seulement des témoignages sur les observations de Pan. Donc, aujourd'hui, l'observation des Pans n'est pas quelque chose de mystérieux au sens on n'y croit pas. La réponse est oui, ça existe. Et il suffit de voir d'ailleurs le rapport émis par le Pentagone il y a de cela une 15 ou 30, 15 jours, 3 semaines à peu Ouais, près, 3 semaines à peu près, ouais, c'est ça. là, pour se rendre compte d'abord des travaux et d'une structure qui est en place, et ensuite évidemment d'une actualité américaine plutôt chahutée depuis une dizaine de jours. Par rapport à cela, nous nous gardons un certain recul et on va sûrement y revenir. Donc voilà, merci pour l'introduction, mais on reste à notre place. Il y a beaucoup d'acteurs sur le sujet. En France, il y a quand même une institution qui existe depuis longtemps, qui est le GEPAN, aussi, il ne faut pas l'oublier, et on essaye eh bien, de jouer un rôle, d'apporter des explications quand on le peut, et de se taire aussi quand on n'a pas d'éléments tangibles et rationnels pour étayer une analyse, une démonstration. Alors, tu as raison de souligner qu'il existe un organe officiel en France qui s'appelle le GEPAN. D'ailleurs, on salue Vincent Coste s'il regarde cette émission. Le fait est quand même, malgré tout, les journalistes ont cette problématique que souvent le GEPAN va dire oui, mais nous, on peut répondre aux questionnements franco-français. Dès que c'est hors de la France, bah, on est un peu moins dans notre secteur d'activité. Donc voilà. Et toi, avec Sigma 2, l'avantage, bah, tu peux aborder les sujets où qu'ils soient dans le monde. Je dirais bientôt dans l'univers. va savoir. va savoir. Là aussi, je relativiserai un petit peu les choses. On a effectivement une liberté pour mener des analyses dès lors que on nous transmet, Bien comme sûr. pour les cas français, des éléments qui sont des éléments objectifs, des mesures, des enregistrements qui nous permettent d'essayer de bâtir une analyse et une restitution précise de ce qui a pu se passer avec une tentative d'explication. C'est ce que l'on a fait, enfin, on a eu l'occasion d'en parler de multiples fois, mais je le rappelle, concernant l'affaire du cougar chilien, c'est grâce à la demande, aux requêtes et au bon vouloir des autorités chiliennes et du CFA, qui a bien voulu non seulement diffuser
une vidéo infrarouge, mais également un tracé, un repérage de la plateforme d'observation, qui était un hélicoptère, qui nous a fourni la situation radar civil de la région de Santiago du Chili et les sondages atmosphériques. Tout élément, en l'occurrence, rationnel, technique et scientifique, qui nous ont permis de mener cette analyse. Sans cela, sur la base uniquement de la vidéo infrarouge qu'il nous avait fournie au départ et sur laquelle nous étions restés extrêmement prudents, on ne peut pas mener, encore une fois, une analyse qui permet de reconstituer le scénario. Et donc, face aux événements récents, comme par rapport à l'affaire Nimitz, qui est beaucoup plus ancienne, qui remonte à 2004, eh bien, effectivement, nous sommes toujours sur une position de réserve. Encore une fois, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, mais quant à pouvoir expliquer, il faut des données, et sans données, eh bien, on se tait. Voilà. Où on extrapole et puis on peut arriver dans des choses un petit peu extravagantes, hein, comme de toute façon, je le prédis, hein, comme il va se passer avec les 3 objets descendus par les Américains le week-end dernier. Voilà, parce que, bon, on va y revenir, mais enfin, on va reprendre du début. On a la semaine dernière, pardon, cette annonce étonnante. Il y a un gros ballon de la taille de 3 autobus qui survole les États-Unis d'Amérique. Et puis, quelques jours après, le président Biden va donner l'ordre de descendre ce ballon. Donc, moi, je croyais qu'il n'y avait que 2 F-22 qui avaient été envoyés pour l'abattre, mais ça a été un petit peu plus complexe que ça en termes de mobilisation, d'identification. Alors, pour ce qu'on a pu lire, et je ne suis pas sûr qu'on ait tout lu d'ailleurs. Hein, ouais, bon, on ait tout lu même. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a eu donc observation du ballon. D'ailleurs, un ballon comme ça se voit certainement du sol relativement facilement. Donc, à se demander si ça n'a pas commencé comme ça, parce qu'effectivement, la première chose, c'est un habitant, je ne sais plus de quelle région, qui photographie ça, enfin qui filme ça et qui dit au départ, je croyais que c'était un ovni, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un ballon. Donc, on le voyait du sol. Voilà, donc l'alerte est donnée par ce moyen ou par d'autres, peut-être par les radars, enfin bref. Et donc, évidemment, l'US Air Force entre en action. Ça, c'est un point qui est un point important, qui montre ce que l'on sait depuis longtemps, mais qui mérite d'être rappelé, c'est que dans le ciel américain, le NORAD veille, d'accord, et le NORAD s'appuie en particulier sur l'US Air Force, pas l'US Navy, pas l'US Army, l'US Air Force. C'est l'US Air Force qui est en charge, finalement, de faire ce qu'on appelle la police du ciel, tout simplement. Bon, alors, l'US Air Force entre en jeu, et d'après ce qu'on a pu lire, on a retenu par exemple qu'il y avait eu probablement 2 F-15 qui ont été envoyés sur zone. Donc les F-15 contribuent effectivement à la capacité d'interception dans les airs, et ces F-15 étaient équipés de pods, ce qu'on appelle des pods, des nacelles, hein, c'est-à-dire une espèce de tube profilé dans lequel il y a une caméra infrarouge. C'est un peu ce qu'il y avait sur le fameux F-18 qui a tourné la vidéo, hein, Nimitz et les autres vidéos qui ont été prises probablement après. Donc, cette tête optique, optronique, permet de faire donc des relevés, des enregistrements thermiques. Bon. Donc, ils vont sur zone. Il a été question d'autres avions, autant que je me souvienne. On a parlé d'U-2, qui aurait survolé le ballon et qui aurait fait peut-être des... Alors, je ne sais pas quel est leur équipement, mais on a parlé d'interception électronique. Pour le coup, c'était peut-être pas l'U-2 qui faisait ça, mais je ne sais plus, un P-3 Orion, je crois. Enfin bref, des avions de renseignement électronique. Enfin bref, ce ballon a été observé sous toutes ses coutures. Pour parler au figuré, et je dirais dans la réalité des faits, il a été observé de près. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'affaire du ballon chinois. Et ensuite, le ballon a été approché par 2 intercepteurs F-22 qui l'ont shooté. Voilà. Avec des missiles dont on estime le prix entre 400 et 600 000 dollars. Ce sont des missiles, je crois, Sidewinder, qui sont des missiles RR. Hein. Donc, ces missiles-là sont faits, sont équipés aussi de ce que l'on appelle un autodirecteur infrarouge, ce que l'on appelait dans les films antédiluviens une tête chercheuse. Voilà. et cette tête cherche la chaleur.
et quand elle détecte la chaleur et qu'elle est verrouillée dessus, eh bien, elle permet de guider le missile et d'intercepter la cible, donc le ballon en l'occurrence, s'il est suffisamment chaud. Si suffisamment chaud. Bon, là, on entend qu'il était gonflé à l'air chaud. Donc, imaginez quand même le coût de l'intervention. Hein. Équipe au sol, équipe en l'air. Oui, bon. Enfin, voilà. Certains coûts pour un ballon. Les autorités américaines, comment dire, sont, je dirais, totalement maîtres de leurs décisions et des décisions qui, en l'occurrence, sont des décisions politiques, hein, gouvernementales, interceptées, parce qu'ils ont mis du temps quand même à prendre la décision de l'interception. Ils ont dû considérer que le risque, qui n'était pas un risque au sens létal, existait néanmoins en matière de renseignement, etc., et qu'ils préféraient l'éliminer et récupérer bien les restes, les débris, de façon à se faire une idée plus précise de sa charge utile. Alors, il faut savoir, on a eu l'occasion d'interviewer cette semaine Étienne Ouvrier, qui a fait 2 articles intéressants sur ce qui se passerait dans le ciel en France. Alors, qui nous a expliqué d'ailleurs qu'en France, la décision de shooter un ballon ou pas, ce serait le Premier ministre qui le ferait, pas le président. Donc ça, c'est une première chose. Enfin, j'imagine qu'il y aurait concertation, bien sûr, avec le président, parce que le fait de shooter un ballon, c'est un acte éminemment politique. Et comme tu l'as dit, le ballon en lui-même ne devait pas représenter énormément de danger. Mais voilà, maintenant, la question que je me pose, et ni toi ni moi n'avons la réponse, bien sûr, Luc, mais si ce ballon n'avait pas été vu du sol, est-ce qu'il aurait été shooté? Est-ce que nous aurions été informés de l'envoi d'avions pour le shooter? Ça, c'est une autre question auquel nous n'aurons pas la réponse. Ça, c'est clair. Hein. On n'a pas la réponse par rapport à ce ballon, par rapport à l'alerte initiale, mais on a la réponse sur les événements suivants. Sur les événements suivants. Car les fameux ballons ou cylindres ou octogones, enfin bref, ces formes qui volaient entre, je ne sais plus, 20 000 pieds, je crois. Ouais, on était sur 12 000 mètres, c'est-à-dire altitude d'avion. Elles n'ont pas été vues du sol. Donc il a bien fallu les détecter d'une manière ou d'une autre pour envoyer des chasseurs à leur rencontre. Donc en l'occurrence, là, le dispositif de surveillance américain a fait son travail et a permis une intervention, parce que ce n'est pas quelqu'un au sol qui aurait pu voir un cylindre de 2 ou 3 mètres de long à 12 000 mètres d'altitude. Oui, puis au cœur de l'Alaska. Alors d'ailleurs, ça a créé polémique, puisque suite au shoot de ce ballon, on apprend que possiblement 3 ballons ont survolé le ciel américain pendant les nomenclatures de Trump et le début de la nomenclature Biden, et que le NORAD, eh bien, en fait, a affiné ces radars pour pouvoir détecter des objets qui se déplacent lentement, si j'ai bien tout compris, hein, dans les grandes lignes. Donc ça veut dire qu'il y a eu une action et de dire c'est pas le premier ballon qui nous survole. Alors là aussi, je pense que il est difficile de trouver toutes les explications à ces questionnements, mais ce qu'on peut imaginer de façon assez simple, c'est que ce n'est pas les radars eux-mêmes qui ont fait l'objet de réglages. C'est sans doute possible, mais ça prend du temps. Ouais. Donc, parce qu'il y a plusieurs mots qui ont été utilisés. Ils ont parlé de réglage de gain. Alors, réglage de gain, c'est la sensibilité. Bon. Ok. On peut augmenter la sensibilité, mais ça veut dire qu'on va en quelque sorte faire émerger en fait du bruit aussi, donc des fausses détections. Et il n'est pas souhaitable de noyer le scope de fausses détections parce qu'à ce moment-là, ça met une pagaille. Et donc, les radars sont réglés de façon telle qu'ils garantissent une performance maximale et éliminent au mieux tout ce qui est le bruit, les déchets, ce que les Américains appelaient dans le rapport de l'ODNI en quelque sorte le clutter de ciel. Bon, ça c'est une chose. Et il y a un deuxième aspect, effectivement, c'est le filtrage des informations, des pistes radars, en fonction de certains critères, alors qui pourraient être le domaine d'altitude, qui peuvent être le domaine de vitesse. Sous-entendu, imaginons que le dispositif du NORAD décide de traiter les menaces, les aéronefs, peu importe ce que c'est, entre 0 mètre ou 100 mètres d'altitude, ou 200, peu importe le plancher, et jusqu'à 30 000 mètres, 100 000 pieds, et de ne rien traiter au-dessus, eh bien, ils vont avoir un filtre informatique, hein, c'est pas le radar, c'est le traitement de l'information,
qui va faire qu'ils vont mettre ce gabarit, éliminer ce qui vole en dessous du plancher, éliminer ce qui vole au-dessus, et ne garder que ce qu'il y a dans la tranche d'altitude qui les intéresse. Ça, c'est pour l'altitude et pour la vitesse, de la même façon. Ils peuvent décider qu'ils avaient une vitesse minimale, admettons, de 100 km/h ou 120 km/h ou 150, peu importe, ce qui pourrait correspondre à des petits avions, admettons. Aller jusqu'à Mach 3, Mach 3,5 peut-être, pas au-delà, et donc éliminer encore une fois ce qui sort du gabarit. C'est ce qui a été donné comme explication un certain nombre de fois pour dire, écoutez, s'agissant des pans qui seraient dotés, ou en tout cas qui montreraient de fortes accélérations et de très grande vitesse, c'est ça qui permet d'expliquer dans certains cas que les traitements eux-mêmes peuvent les éliminer parce qu'ils sont considérés comme des fausses cibles, des fausses menaces ne correspondant pas à la typologie des objets qui sont suivis et sous l'attention de l'US Air Force, donc éliminés. Donc pour revenir et conclure sur cette histoire de ballon, il n'est pas impossible qu'ils aient modifié le seuil en vitesse des filtres et qu'ils aient accepté, peut-être sur une zone, de remonter un certain nombre d'alarmes correspondant à des objets plus lents et qu'ils aient découvert à ce moment-là un certain nombre de choses. Ça, c'est pas impossible. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant ? Parce que, soyons clairs, dans les rapports de l'ODNI et notamment des signalements qui ont été faits par l'US Air Force dans les années 2014-2015, tout ça a été publié sur Internet par l'US Navy, on trouve trace de beaucoup d'observations de ce qu'ils appelaient des drones, entre guillemets, volant à peu près de mémoire à 4000 ou 6000 mètres d'altitude et à des vitesses de Mach 0,1. Donc on est, je dirais, sur des menaces qui sont, on va dire, pas très rapides, et donc ça aurait pu les inciter déjà à toucher au bouton, à modifier les filtres. Mais en fait, peut-être l'avait-il fait avant. C'est la question. Est-ce que c'est l'action et du public et du politique aussi surtout, parce qu'on voit que le Congrès quand même est de plus en plus prégnant sur la question, avec des lois, avec des demandes, et d'ailleurs on va le voir, on va y venir, parce que cette semaine le Congrès tape du poing sur la table très concrètement. Bon, on a cette affaire du ballon chinois, ce qui crée quand même un incident diplomatique, puisqu'on a un secrétaire d'État qui devait se rendre en Chine, qui au final va pas y aller, parce que les Chinois disent c'était un ballon météorologique, vous êtes fous d'abattre ça, c'était absolument pas un avion d'espionnage. Bon, ça fait un peu partie du jeu. Et d'ailleurs, les Chinois qui disent dans le week-end, nous, on va descendre un ballon, ils préviennent des pêcheurs sur une zone en Chine pour dire, faites attention, restez à quai parce qu'on va descendre un ballon qui nous survole. Voilà. Alors on se dit, est-ce que c'est de l'info, est-ce que c'est de l'intox ? Sauf que, on apprend que 3 objets supplémentaires sont détectés. Un sur l'Alaska, un vers le lac Huron, et puis un autre, je ne sais plus exactement où. Et puis là, très rapidement, les Américains, et sur un autre cas, aidés des Canadiens, vont décider de shooter les objets. Oui, ils décident de mener des interceptions et d'abattre les objets, et tout ceci se passe en l'espace de quelques jours. Très rapidement, il me semble que la première détection du ballon chinois date de fin janvier, 28, 29, je ne sais plus très bien. L'interception date du 1er février. Oui. Il y a succession d'interceptions, enfin, on va dire entre le jeudi et le samedi. La dernière interception a lieu le samedi. Donc, une interception qui a lieu dans la zone, alors c'est au-dessus dans l'espace aérien canadien. Il y en a une au-dessus de l'Alaska et une pour terminer au-dessus du lac Michigan ou juste à côté. Voilà, tout ça en l'espace de très peu de temps. On a l'impression d'un tir au pigeon, c'est-à-dire effectivement toute une suite d'interceptions, ce qui n'est pas banal du tout. Voilà. C'est même inédit. C'est inédit là, quand même. Totalement. L'US Air Force, je dirais, est en alerte et elle va chasser ces objets inconnus. On ne va pas en savoir beaucoup plus. Le Premier ministre canadien Trudeau va dire on a fait le taf. Le président Biden va dire on a fait le taf. Voilà, il y avait un risque de sécurité, donc on les a descendus, tout va bien.
Et puis, on a cette interview qui va avoir lieu dimanche d'un général du NORAD, donc d'un responsable du NORAD quand même. Hein. Le NORAD, c'est quand même pas n'importe quoi. Et qui va dire, bah, écoutez, à qui on va poser la question? Est-ce que vous avez identifié quel type d'appareil c'était? Est-ce que c'était des ballons? Est-ce que c'était autre chose? Et là, on a quand même cette déclaration absolument fracassante du général qui dit, bah, écoutez, rien n'est exclu. Ça peut être terrien comme ça peut être aussi extraterrestre. Là, c'est quand même. Alors, est-ce qu'il a dit ça sous le ton de la boutade? Est-ce qu'il y croyait? Moi, je pense que c'est un peu du second degré. Mais enfin, c'est quand même très particulier d'entendre ça d'un responsable du NORAD, quand même. Alors, oui, je pense que il y a là des déclarations qui sont assez étonnantes parce que elles ne correspondent pas au langage habituel du NORAD et de l'US Air Force. Il faut rappeler qu'il y a, et encore une fois, je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que notre rôle est plutôt de travailler sur la matière technique et scientifique que sur des aspects politico-stratégiques. Hein. Et là, on n'a rien. Sur ces trois, on n'a rien pour l'instant pour bosser. Relisons les déclarations qui ont été faites dans la période, je pense, d'octobre au mois de décembre dernier, alors qu'il y avait discussion sur la préparation et la sortie du rapport de l'ODNI. L'ODNI, bureau du directeur du renseignement national américain, qui travaille avec l'ARO sur ce sujet des PAN. Il me semble qu'il y a eu une interview du patron du NORAD à l'époque, et sur la diffusion d'informations sur ces sujets de PAN, etc., du AP. Il me semble que sa réponse sur le sujet a été une réponse de banalité, en disant, nous, notre mission, c'est de chasser les méchants dans l'espace aérien, on fait le job, on fournit les données business as usual, pour le reste, voilà. Donc c'était une posture qui était une posture banalisant totalement le sujet UAP, en disant on a bien d'autres chats à fouetter, on fait notre boulot, on passera les données, et circuler, il n'y a rien à voir. Et le patron de l'Air Force, le patron de l'Air Force derrière qui dit moi j'ai trois problématiques, ce sont les Chinois, les Chinois, les Chinois, les petits hommes verts, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Ben voilà. À peu près dans la même période. Hein. Exactement ça. Donc il est étonnant effectivement que dans cette suite d'événements qui surviennent, avec au fond un discours qui, j'irais d'entrée de jeu, pose la question du ballon espion, mais en même temps utilise des termes d'objets non identifiés. Donc on en vient aux fameux UAP. Hein. Là, il y a un langage qui devient un petit peu flou, et il est vrai qu'il est étonnant d'entendre dans la bouche d'un responsable du NORAD une évocation d'origine inconnue. Donc là, on entre dans le, je dirais, dans le trend qui est celui de l'ARO, de l'ODNI, etc., en disant, voilà, on ne sait pas tout expliquer, on ne peut pas exclure que, etc., mais dans une ambiance qui est une ambiance quand même de crise, puisque là, ça ne plaisante pas, il y a des actions qui sont menées, et qui sont menées pour abattre des objets. Et si on en revient à des sujets qui sont des sujets comme les UAP, on ne peut pas dire qu'il y ait spécialement de traces, en tout cas historiques, consignées, d'opérations d'interception, si ce n'est par exemple ce qui s'est passé lors du fameux carrousel de Washington dans les années 50, où il y a eu des traces radars, des observations depuis le sol, hein, puisque les objets étaient lumineux, et des tentatives d'interception sans succès par la chasse américaine. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de précédents, en fait. Bah, c'est ça, c'est ce climat. Moi je trouve. Alors, là, on peut se poser la question, on l'aura pas. Est-ce que le général du NORAD a fait un bon mot, ou en tout cas il pensait faire un bon mot, et en fait ça n'a pas du tout fait rire les hiérarchies et les politiques, parce qu'on voit que alors, suite à cette déclaration, et c'est étonnant, on va avoir des grands titres médias français comme BFM hein, qui vont faire des papiers en disant bah, le NORAD n'exclut pas que les objets descendus soient d'origine extraterrestre. Donc ça quand même, c'est un grand tournant quand même journalistique. J'imagine que tu as peut-être été sollicité à gauche, à droite quand même pour donner ton avis par certains. Pas spécialement. Ouais. Pas spécialement. Oui, on a eu quelques demandes d'interviews, mais qui ne correspondaient pas, on va dire, soit à la thématique que l'on traite, soit aux horaires. Donc, on a préféré. Et encore une fois,
aussi pour des questions qui sont des questions de prudence. Oui, parce qu'on n'a rien. Hein. Anticiper, après, tout dépend des questions qui sont posées par qui et dans avec quelle finalité. Voilà. Quand on intervient, nous, en tant que 3AF, hormis la discussion, l'échange que l'on a ensemble, on n'est pas là pour faire l'exégèse des propos du porte-parole de la Maison-Blanche ou, je dirais, de l'US Air Force, etc. C'est pas notre rôle. Il y a certainement des gens qui sont plus qualifiés pour le faire. Bon. Une fois qu'on a dit ça, quand on essaie d'expliquer la complexité d'une restitution d'un cas d'observation de pan, de façon à pouvoir rétablir la géométrie, on va dire les vitesses, et voir par rapport aux moyens d'observation qui ont été utilisés ce qu'on peut en déduire sur le fait que ce soit visible, pas visible, etc., là, on entre dans la matière technique et scientifique. Dès lors qu'on ne possède pas cette matière-là, pour expliquer qu'on n'a pas grand-chose à dire, on déçoit le public, on déçoit l'attente du journaliste. Et donc, on crée du métal dont on fait les soucoupes, hein, disons-le aussi. Hein. Voilà, mais en même temps, il est bon de rappeler que ce manque d'information n'est pas nouveau. Je tiens à rappeler une chose, c'est que nous avons publié il y a quelques jours nos commentaires sur le rapport du Pentagone, le rapport ODNI, donc sorti le 12 janvier. Bon. Ceci est en accès libre sur le site de la 3F, en version française et en version anglaise. D'ailleurs, nous avons des actions réciproques avec le SCU américain, qui est le Scientific Coalition for UAP, donc qui réunit un certain nombre de scientifiques qui s'intéressent au sujet des pans, et donc qui nous a demandé à pouvoir publier, mettre en ligne sur leur site notre analyse donc du rapport ODNI. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on était revenu sur 3 questions fondamentales. La première, c'était changement de posture américain, oui, non. Question posée début 2018, à la sortie des articles du Huffington Post et de Politico, tant que je me souvienne. Bon, au résultat, la réponse est oui, absolument oui. Il y a changement de posture et dans la structure américaine, la structure du Pentagone, aux frontières des structures des services de renseignement. Donc là-dessus, il n'y a pas d'hésitation, ça a changé. Maintenant, deuxième question, y a-t-il partage des données? La réponse est non. Non. La réponse est non. Et ces données ne sont pas mises sur la table, ne serait-ce que du citoyen américain. On n'a pas l'équivalent, voilà, de rapport circonstancié tel qu'on pourrait l'avoir par l'équivalent d'un GEPAN, par exemple. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et alors, sur la question E.T., de l'hypothèse extraterrestre, bon, effectivement, elle est, je dirais, elle fait partie des possibles. En tous les cas, ils identifient des cas dont ils disent que les caractéristiques... Alors, les termes utilisés aujourd'hui sont plus faibles qu'avant. Avant, ils disaient absolument extraordinaire. Aujourd'hui, nous voyons qu'ils sortent des profils habituels. Voilà. Bon, c'est peut-être un changement de... aucune information. L'affaire Nimitz, y a-t-il eu un rapport émis en 2019, en 2021, pardon, sur le sujet? Non. Ce cas-là fait partie des 144 cas dont on dit qu'il remonte à 2004, effectivement. Donc ça fait partie des archives qui ont été compulsées par la structure et par l'ARO en tant que telle, mais il n'y a pas une fiche, ne serait-ce qu'un format A4, décrivant ce qui s'est passé. Ouais. Pas davantage, début 2023. Donc, pour en revenir et finir nos commentaires, parce que malheureusement, on n'a pas grand-chose de plus à raconter, sur l'affaire des ballons, eh bien, on dit et on conclut, et je lisais tout à l'heure encore je dirais un petit communiqué sur le sujet, qui donc parlait de l'arrêt des recherches des débris. Voilà. Ah, je ne l'ai pas lu, tu vois. Bon, voilà, tu me l'apprends. On dit que ce sont des ballons. Très bien. La seule chose qu'on peut constater, objectivement, c'est qu'il y a eu des photos, voire des films du ballon chinois. Il me semble avoir perçu peut-être un film qui montrera un autre ballon, mais en tous les cas, de ce qui a pu être filmé, enregistré avec les caméras thermiques du F-35 qui est arrivé sur zone dans le cas de l'Alaska, puisque après c'est des F-22 mais qui n'étaient pas équipés de caméras infrarouges. Dans le cas de
de l'objet qui a été observé au-dessus du lac Michigan. Là, ce sont 2 F-16 qui sont arrivés, qui étaient équipés de nacelles, donc avec des équipements optroniques. Là aussi, ils ont dû filmer. Même si les pilotes, là, il y a une diffusion des commentaires des pilotes entre eux qui hésitaient, qui se posaient des questions. Enfin, les caméras thermiques ont bien enregistré quelque chose. Bon, tout ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas encore une photo, une vidéo thermique, hein, comme ça a été fait sur l'affaire donc Nimitz avec le Tic Tac. On n'a pas ces choses-là. Donc, il est difficile de se faire une idée. Voilà. Alors juste, voilà, et concrètement, c'est un petit peu comme ça que ça s'est emballé, puisque on a cette annonce du responsable du NORAD, dimanche. Dès lundi, les porte-paroles du Pentagone et de la Maison-Blanche, à savoir comment elle s'appelle, Jean-Pierre et Kirby, disent hop, 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 les amis, rassurez-vous, c'est bénin, c'est peut-être même commercial, et en tout cas, c'est absolument pas extraterrestre. Donc, on dégonfle un petit peu la thèse extraterrestre. Ah, c'est lundi. Ça, c'était lundi. Hein, c'est lundi, parce que dimanche. Voilà, dimanche, c'était un autre son de cloche. Très différent. Voilà. Donc, dès lundi, on a la Maison-Blanche et le Pentagone qui disent hop, 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 on se calme. Ce qu'il a dit le monsieur, vous en tenez pas compte, vous en tenez compte de ce qu'on dit nous. Et rassurez-vous, c'est pas extraterrestre. Et, c'est des ballons, c'est pas grand-chose, c'est bénin. Le terme utilisé par Kirby, c'est ballon bénin. On va avoir une déclaration un petit peu étonnante quand même de Joe Biden qui va dire ce qu'on va faire, on va créer une structure pour étudier les phénomènes aériens non identifiés. Bah oui, président, mais elle existe déjà, ça s'appelle la HARO. Donc, vous étiez peut-être pas au courant. Oui, mais. Oui. Mais, non, mais je pense qu'il y a une question qui est, encore une fois, qui est liée à l'organisation, à la structure. Ouais. Dans le papier là, que l'on a diffusé, hein, c'est pas pour faire de la publicité, mais encore une fois, on a émis quelques pages de commentaires sur ce fameux rapport du Pentagone. On y décrit une structure telle qu'on a essayé de la restituer, qui situe l'ARO et l'ODNI dans la nébuleuse. La nébuleuse, c'est-à-dire qu'il y a le secrétariat à la défense, bon, il y a l'US Air Force, il y a le Space Command, la Space Force, enfin, il y a la NASA, il y a, parce qu'on parle d'objets volants, mais il n'y a pas que ça, puisque aujourd'hui c'est All Anomalies, ok, donc ça veut dire qu'il s'intéresse aux anomalies évoluant dans l'espace, dans l'atmosphère, dans l'espace aérien, voire dans l'espace, voire sous la mer, d'accord. Donc ils ouvrent le domaine, et donc cette structure, elle existe bel et bien. Elle prend son envol et elle essaye de réunir des informations. Je pense que la question qui s'est posée dans les jours précédents est une question d'autre nature. C'est une question qui est une question, on va dire, de sécurité aérienne pour les questions de trafic aérien, voilà, de sûreté aérienne pour ce qui concerne l'intrusion dans l'espace aérien américain, et qui nécessite une haute réactivité. Donc, s'ils n'ont pas la capacité de prendre des décisions en décidant de ce qu'ils ont identifié, pas identifié, etc., ça veut dire que le moteur ne tourne pas à la bonne vitesse. Et probablement qu'ils ont identifié une sorte de déficit dans la chaîne de décision et de transmission au niveau du Conseil national de sécurité. Et donc que la remontée d'informations n'était pas suffisamment rapide et directe pour permettre de prendre les bonnes décisions. Ce qui est un problème donc de commandement en quelque sorte, différent de moyens aussi peut-être, de l'étude, de la réalisation et donc de l'implication de telle ou telle structure dans la chaîne de décision. Il me semble. Hein. On a parlé de l'aéro qui était mis de côté. Oui. Apparemment, oui, mais apparemment, en tout cas, Sean Kirkpatrick, de cette organisation, a été montré à l'écran. Donc, je pense que le problème, surtout qu'ils ont eu, c'est un problème de réactivité, d'analyse de situation dans un contexte opérationnel pour lequel la structure, qui est la structure de collecte d'informations, de définition de standards, etc., est plutôt une structure d'analyse qu'une structure d'action. Donc, je pense qu'il faut nuancer les choses. Voilà. Le fait est que Marco Rubio, en premier, et Willy Brandt sont montés quand même au créneau en disant « Mais Monsieur le Président, donnez plus de moyens à la HARO plutôt que de créer quelque chose de parallèle qui va encore diluer les informations à gauche à droite. » Ça, c'est
un petit peu du bon sens. Bon, à voir après un petit peu. Puis on a l'ensemble du Congrès, des membres du Congrès qui tapent un petit peu du poing sur la table en disant, Monsieur le Président, sur ces 3 objets, vous vous en tirez pas comme ça. Nous, maintenant, on veut savoir ce que c'est. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, il y a probablement du matériel, des vidéos, quoi qu'est-ce. Le président Biden a fait une allocution qui était fortement basée là-dessus, quand même, hein, sur les UAP, sur le ballon chinois. Et puis, on a aussi Kirby, qui a fait une petite prise de parole de 2 minutes sur le site de la Maison-Blanche. Donc, on voit quand même que là, ça crée un petit malaise politique vis-à-vis de la Maison-Blanche. Moi, j'ai l'impression, alors je sais que c'est un petit peu délicat pour toi de peut-être donner ton avis là-dessus, mais là, j'ai l'impression qu'on a descendu 3 objets qui n'étaient peut-être pas nécessairement dangereux. On parle de pico-ballon, puisqu'on a un club d'aéronautique qui dit, bah nous, on a un de nos ballons qui a disparu. Il est possible que ce soit le ballon qui a été descendu sur l'Alaska. La question, c'est est-ce que l'armée américaine s'est pas un petit peu emballée vite et a pas commencé à shooter des choses qui étaient absolument inoffensives pour la sécurité et des Américains et des vols civils et militaires? Moi, je pense que là, on peut rien dire de plus parce qu'il appartient aux autorités américaines de juger du bien fondé des actions qu'elles mènent. Et après, ils donnent l'information qu'ils veulent bien donner. Ouais. Il y a sans doute une certaine confusion. Bon, mais voilà, on n'a pas le fond de l'histoire, on n'a pas les informations, donc c'est difficile d'aller plus loin. En tous les cas, bon, voilà, il y a une structure qui est en place. C'est pas elle qui a été mise en cause. On ne peut pas dire l'ARO et le DNI ont été considérés comme à la fois inutiles et incapables. C'est pas ça la question. Je pense que la question, et les choses qui sont plus discutables ou surprenantes, c'est effectivement la communication qui a été faite avec une certaine emphase sur la question des objets non identifiés, sur l'éventuelle origine extraterrestre, qui évidemment, vis-à-vis du public américain, voire mondialement, a un retentissement pendant quelques heures, disons pendant 24 heures au moins. Voilà. Ah oui, oui, là, quand même. Et puis encore une fois, le sujet est très très mûr aux États-Unis, hein. Là, c'est un sujet touchy aujourd'hui, hein. Les journalistes l'ont compris, n'hésitent pas à faire des papiers là-dessus. Luc, j'aimerais finir sur cette question quand même. Effectivement, on a eu, à ma connaissance, hein, 15 journalistes qui s'est posé la question, dans la presse régionale en plus, en disant, bon, ok, les États-Unis ont été survolés, là on reparle sur l'avion espion. Enfin, l'avion chinois, le ballon chinois, pardon, pas l'avion. Ballon chinois, ok, c'est un ballon chinois. Les Chinois eux-mêmes ont dit c'est notre ballon, mais c'était un ballon météo. Les Américains disaient c'est un ballon espion. On ne s'est pas vraiment posé la question, est-ce qu'en France, notre ciel est sécurisé? Est-ce que les affinages qu'ont fait les Américains, est-ce que nous aussi, on a travaillé sur le sujet? Il n'y a pas encore longtemps, un général de l'armée de l'air signalait que régulièrement, les zones militaires étaient survolées, bon, très probablement par des drones. Est-ce que tu penses que ça va faire un petit peu réagir? Là, on a le forum de sécurité qui a lieu à Copenhague, je crois, ou ce week-end. Est-ce que tu penses que cette affaire-là va être un petit peu au cœur des discussions en termes de sécurité ou au niveau des militaires? Est-ce que tu penses que ça peut faire un peu changer les choses en France ou en Europe? Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que ce sont des questions qu'il faut poser aux gens, on va dire, compétents et aux autorités en charge. Il est certain que le sujet américain concernant l'entrée d'un ballon espion chinois dans son espace aérien pose question. Il semble dire qu'en réalité, ils avaient observé ce genre de choses auparavant. Ils avaient transmis des informations aux alliés, question lesquelles, et à partir de là, eh bien, il y a des gens qui sont en charge d'échanger des informations, de se faire une idée sur le risque, la menace, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, effectivement, c'est notre histoire, c'est l'histoire à venir, effectivement. Bon, c'est vrai que c'est un vrai sujet, et puis encore une fois, les UAP comme on les entend, c'est-à-dire les objets volants non identifiés, ne sont pas un problème américano-américain ou sino-américain d'ailleurs, c'est un problème mondial, donc c'est vrai qu'il faut donner des moyens aux structures pour pouvoir travailler un petit peu plus sur ce sujet. Voilà. Luc, un immense merci d'avoir accepté de répondre à nos questions un samedi après-midi en plus, hein, donc hein, voilà. Donc on est vraiment ravis que tu aies accepté notre invitation. Et puis on va mettre le lien vers les documents que tu as signalés de Sigma 2 pour que, amis spectateurs, vous puissiez continuer également
dans la continuité de cette émission, que vous puissiez aller compulser les éléments d'information de Sigma 2. Luc, il me reste à te souhaiter une très très bonne fin de week-end. Merci, à toi également. Et à très bientôt. Bon week-end et merci pour ce moment passé ensemble. Ciao, ciao.